Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Votre Europe, le web journal de la délégation socialiste française au Parlement européen pour ce numéro du mois de mars. Beaucoup de votes importants pendant cette session. Ici à Strasbourg, la politique d'austérité menée par la Troïka a été jugée et condamnée. La surveillance de masse pratiquée par les services de renseignement américains a été vigoureusement dénoncée. Les pratiques du géant du web en matière de vie privée ont été sérieusement recadrées et un vote sur l'égalité entre hommes et femmes a beaucoup choqué. Pour revenir sur ce sujet, j'accueille aujourd'hui sur ce plateau les députés Lim Wang-gok, bonjour. Bonjour. Et Sylvie Guillaume, Bonjour. bonjour. Donc, le Parlement européen vient de terminer son enquête sur le rôle et les agissements de la Troïka en Grèce, à Chypre, en Irlande et au Portugal, et pays fortement secoués par la crise. Lim Wang-gok, vous êtes économiste et co-enquêteur. Alors d'abord, première question. En quoi le FMI, la BCE et la Commission européenne ont failli leur double mission ? Elles ont failli parce que les facteurs d'instabilité qui étaient à l'origine de la crise sont toujours présents. La croissance ne redémarre pas, la Grèce sort de 5 années de récession consécutive et surtout les taux d'endettement dans les 4 pays ont explosé. Au Portugal, en Irlande, ils sont au-dessus de 120% et en Grèce, alors qu'ils étaient à 129% en 2009, le ratio de dette sur PIB est aujourd'hui de 175%. C'est inquiétant. Voilà, parce donc que même double échec. même si l'Irlande et le Portugal ont à nouveau accès au marché grâce, entre guillemets, à l'intervention de la Troïka, enfin grâce à l'assistance financière qui leur a été donnée pendant quelques années, mais surtout grâce à l'intervention de la Banque centrale qui a mis en place son programme OMT, c'est-à-dire de menacer de racheter des titres sur le marché secondaire si il y avait une spéculation. Donc c'est surtout ça qui a dégonflé la crise de la dette souveraine, mais elle l'a fait là encore trop tard, elle l'a fait en septembre 2012, 2 ans après les premiers plans d'assistance. Et donc les facteurs de crise sont toujours là et ça nous inquiète d'autant plus qu'au sein même de la Troïka, les 3 institutions, FMI, Banque centrale, Commission, n'ont pas toujours été d'accord sur la politique à adopter. Comme quoi, il existait bien plusieurs choix possibles et les choix qui ont été pris n'ont pas toujours été les bons, ils sont controversés. Par exemple, le FMI pensait qu'il fallait restructurer tout de suite la dette grecque pour éviter des politiques d'austérité trop brutales. La Banque centrale et l'Eurogroupe, où en fait tout s'est décidé, a décidé que non, il ne fallait pas restructurer tout de suite. Donc ils ont eu des politiques d'austérité brutales pendant 5 ans. Et puis entre-temps, on s'est rendu compte qu'il fallait restructurer la dette parce qu'elle n'était pas soutenable. Et donc on a fait payer les banques et les contribuables. Et on a continué les politiques d'austérité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il va falloir restructurer à nouveau la dette. Alors il y a des discussions complètement opaques qui se déroule à l'Eurogroupe, qui est une institution informelle. Et quand on pose la question à M. Dijsselbloem à l'Eurogroupe, il nous répond ça ne regarde pas le Parlement européen. Donc nous qui sommes des démocrates, ça nous choque énormément, surtout que la Banque centrale et la Commission ne disposent pas à mon sens, des bases légales qui leur permettent d'intervenir dans une institution intergouvernementale comme la Troïka. Il n'y a pas franchement de base légale à l'existence même de la Troïka. Et ces institutions communautaires ont toutes repassé largement leur mandat. Par exemple, la Banque centrale s'est occupée de politique budgétaire alors que ce n'est pas son rôle. Sur la restructuration des secteurs bancaires, elle est allée très loin dans des recommandations qui ont visé à sauvegarder les détenteurs les plus puissants d'obligations bancaires. Et puis la Commission n'a pas toujours été garante de l'acquis communautaire. Par exemple à Chypre, elle ne s'est pas opposée à la proposition faite par l'Eurogroupe de taxer les dépôts en dessous de 100 000 euros alors qu'il y a une directive qui les garantit. Et donc, plusieurs échecs. Si vous êtes bien d'accord là-dessus. Mais au-delà des chiffres, quelles sont les conséquences, à votre avis, pratiques, concrètes dans la vie des citoyens sur la base des politiques menées ? Plusieurs échecs, un problème de légitimité démocratique et des conséquences sociales dramatiques. Problème de légitimité démocratique,
parce qu'on se rend compte que tout ça ne repose sur aucune base légale et que en fait c'est des technocrates qui ont imposé le pistolet sur la tempe des politiques qu'ont dû adopter ensuite les gouvernements et parlements nationaux. Et donc on comprend mieux que nos concitoyens soient aujourd'hui extrêmement sceptiques par rapport à ce fonctionnement-là de l'Union européenne. Et puis les conséquences sociales sont dramatiques. En Grèce, vous avez 30% de la population qui n'a plus accès aux soins. Et puis vous avez des politiques qui ont combiné austérité budgétaire et austérité salariale au nom de la dévaluation interne, c'est-à-dire qu'on a à la fois baissé les salaires, on a interdit par exemple au Portugal l'application de l'accord social qui avait été signé entre patronat et syndicats pour un salaire minimum à 500 €. Au nom du fait que ça minerait la compétitivité de l'économie portugaise. Et en même temps, on a appliqué des politiques d'austérité budgétaire drastiques où on a privatisé, on a réduit le périmètre des services publics, on a réduit les pensions des retraités. Sans parler du taux de chômage. Oui, et tout ça évidemment a eu des conséquences sur le chômage, puisque quand vous menez ce type de politique, ça casse nécessairement la demande et donc la croissance des économies en question. Et donc le chômage a atteint des niveaux jamais vus, avec une montée des inégalités impressionnantes au cours de cette période. Mais, on le sait tous, l'art de la critique est facile, mais que proposez-vous concrètement pour sortir de cette spirale ? Alors, il y a des propositions institutionnelles et économiques qui sont suggérées dans le rapport. Sur le plan institutionnel, nous proposons de communautariser les mécanismes d'assistance financière dans le futur. Communautariser, ça veut dire introduire de la démocratie. Et la démocratie dans l'Union européenne, ça veut dire la méthode communautaire. Ça veut dire l'implication du Parlement européen au même titre que le Conseil et l'Eurogroupe dans les propositions qui sont faites en matière de politique économique aux États membres. Chose que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été vraiment marché. Oui, le Parlement européen n'a malheureusement pas été consulté. Et donc, nous proposons que le mécanisme européen de stabilité, qui n'existait pas en 2010, soit transformé en fonds monétaire européen, en véritable fonds monétaire européen, ce qu'il est de façon embryonnaire, et qu'il soit contrôlé démocratiquement par la méthode communautaire. Et enfin, sur le fond, nous mettons sur la table un certain nombre de propositions qui circulent déjà dans les différents pays que nous avons visités. Par exemple, sur la restructuration de la dette grecque, nous suggérons que s'il y en a une nouvelle, et ça risque d'être le cas, il y a un acteur qui n'a pas pris ses pertes lors de la première restructuration, c'est la Banque centrale européenne qui a racheté 34 milliards de dettes grecques sur le marché et qui, si elle prend ses pertes, peut éviter que ce qu'on appelle un haircut pèse à nouveau sur les banques et donc l'économie grecque ou sur les citoyens grecs. En Irlande, de la même façon, nous montrons que le gouvernement irlandais et le FMI avaient proposé une autre solution que celle retenue par l'Eurogroupe sous la pression de la Banque centrale européenne, qui était non pas de faire payer aux contribuables la crise bancaire, mais de mettre à contribution un petit peu les banques. Alors, on ne l'a pas fait, mais aujourd'hui, il y a un mécanisme européen de stabilité qui peut gérer rétroactivement la dette irlandaise et qui éviterait à l'Irlande de mettre à nouveau sur pied des plans d'austérité pour payer une crise dont ne sont pas responsables les citoyens irlandais. Et puis au Portugal, on suggère qu'il y ait un peu plus de flexibilité dans les recommandations, c'est-à-dire que quand la conjoncture est très morose, le rythme de réduction des déficits soit adapté dans les mémorandums. Merci et espérons avec vous que la Grèce et les autres pays, la Grèce surtout pays berceau de la démocratie, permettra de démocratiser plusieurs des politiques européennes, notamment via l'implication finalement du Parlement européen. Sylvie Guillaume, avant de parler de l'autre grand sujet de la plénière, à savoir l'enquête menée par le Parlement européen sur l'espionnage de masse pratiqué par la NSA et la question de la protection des données personnelles, pouvons-nous revenir sur la surprise de cette session, c'est-à-dire le rejet d'un rapport sur l'égalité homme-femme? Oui, nous pouvons y revenir parce que c'est un vote finalement qu'on a qualifié de honteux et j'ajoute désinvolte. Oui. En gros, il s'agissait, et Lim a fait allusion tout à l'heure, je saisis ce fil-là, il a fait allusion aux conséquences sociales de la crise,
qui s'expriment au quotidien. Tout à fait. Ce rapport mesurait aussi, montrait très clairement quelles étaient les conséquences sociales à l'égard des femmes particulièrement de cette crise. Et c'est vrai qu'elles ont été plus touchées en matière d'emploi et que la précarité, la pauvreté des femmes, notamment des femmes seules avec des enfants, est devenue quelque chose d'extrêmement préoccupant. Mais ce rapport ne parlait pas que de cela. Il abordait d'autres sujets, comme par exemple les questions d'inégalité salariale qui perdurent dans l'Union européenne. Je le rappelle, 16% en moyenne, 28% à certains endroits à salaire, en fonction égale, j'entends. Oui. Ce rapport parlait également des questions de prise de responsabilité dans l'entreprise et les moyens de la renforcer. Il parlait de la question de la parité en politique, il parlait aussi de la question des violences, quelques jours après la Journée internationale du droit des femmes et quelques jours après aussi la délivrance d'un rapport de l'Agence des droits fondamentaux qui montrait que 62 millions de femmes avaient subi des violences dans l'Union européenne et que 7 mouraient tous les jours en Europe sous les coups de leurs conjoints. Donc ce rapport parlait de tout cela et j'ai trouvé que le vote qui était intervenu, qui l'a balayé, est honteux parce que, d'une certaine manière, on considère qu'il n'y a plus rien à faire et que cette question de l'égalité homme-femme, cette question de la lutte contre les discriminations ne concerne pas l'Union européenne. Donc j'ai trouvé ça très désinvolte et franchement honteux. Oui, merci. On le voit, il faut aujourd'hui encore rester particulièrement vigilante en matière de défense des droits des femmes car les menaces continuent d'exister. Tout à fait. L'autre gros sujet de cette plénière, c'est également la protection des données personnelles et face aux géants du web et aux géants de l'espionnage. Vous êtes, en tant que vice-président du groupe socialiste, en charge de ce sujet. Et d'abord, quel est le résultat de l'enquête de révélation d'Edward Snowden et le scandale de la NSA? Je crois qu'il faut d'abord dire que le Parlement européen est la seule assemblée parlementaire, la seule institution qui s'est préoccupée d'enquêter réellement sur ce qui constitue là aussi une forme de scandale, c'est-à-dire une collecte massive et indiscriminée des données des citoyens européens pour des motifs évidemment de lutte contre le terrorisme, comme c'est toujours le cas dès lors qu'il s'agit de collecter des données et qu'on est américain, mais aussi, ne nous le cachons pas, sans doute pour des raisons strictement commerciales aussi à venir. Donc je voulais dire ça parce que ça a été un travail long, compliqué, quelquefois avec des obstacles assez importants, des pressions assez douloureuses, on va dire, mais nous sommes parvenus, je crois, à mettre le doigt, à enquêter, à auditionner, à interroger Edward Snowden aussi, qui est à l'initiative de ces révélations, pour démontrer que c'était un réel scandale de procéder de la sorte. Vous condamnez donc tout ça, mais concrètement, que proposez-vous pour que l'Europe se fasse alors respecter? Eh bien, par exemple, des sanctions. Ça veut dire que nous avons un certain nombre de discussions en ce moment avec nos partenaires des États-Unis, des accords commerciaux, certains autres accords sur l'échange de données bancaires, du exemple. Je ne rentre pas dans les sigles parce qu'on parlerait du TTIP, j'y reviendrai, de Safe Harbor, du TFTP, du PNR. Bref, donc les sigles ne sont pas importants. Ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes en train de discuter Union européenne, États-Unis, d'un certain nombre d'accords, notamment commerciaux, mais d'échanges aussi. Et donc, nous avons demandé que ceci soit suspendu tant que nous n'avions pas un certain nombre de garanties sur de meilleures pratiques. Concernant l'accord commercial, nous avons exigé et obtenu dans ce texte que le traitement des données personnelles ne soit pas contenu dans le futur accord commercial. Sur la même thématique de la protection de la vie privée des Européens, c'est pendant cette session qu'a été votée la nouvelle réglementation encadrant les données personnelles, justement. En quoi la question des données personnelles est-elle si stratégique vis-à-vis du rapport commercial dont vous avez parlé tout à l'heure? Notamment. Je vais vous donner, alors pour le coup, 2 chiffres, là, vraiment très très rapides. On estime en ce moment que le traitement commercial des données des 500 millions d'Européens représente déjà 315 milliards d'euros. Et on imagine, d'ici quelques années, que ceci, par projection, représentera 1000 milliards d'euros. Donc on comprend bien, avec ces 2 chiffres-là, qu'il y a une sorte de gros gâteau à manger et que ceci
affûte de nombreuses convoitises. Voilà pourquoi c'est important. Mais c'est aussi des questions de liberté et de protection qui sont en œuvre. Après plus de 2 ans de discussion et presque 5000 amendements, pensez-vous que le texte est à la hauteur? Et le Parlement européen a-t-il résisté au lobbying de ces entreprises américaines? On revient sur le discours de lobby, le rôle, l'importance, comment ils ont joué leur rôle ici. Alors, les 2 textes qui forment un petit paquet, il y a une directive et un règlement sur la protection des données personnelles, me semblent effectivement avoir atteint une forme d'équilibre, même si c'est compliqué à régler et que les curseurs sont difficiles à mettre en œuvre. Mais entre justement la question de la liberté, quand vous mettez des données sur Internet et quand cet espace s'ouvre, c'est évidemment très important de respecter cela. Mais la protection, telle que je l'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous mettez vos données, vous introduisez vos données dans les réseaux, vous devez aussi avoir de la protection. Et il faut aussi qu'il y ait des règles qui soient respectées par les géants du web que vous signaliez tout à l'heure. Donc on a mis toute une sorte d'une série de garanties là-dessus, notamment, j'en cite quelques-uns qui me semblent importants et assez illustratifs, la question du consentement explicite. En ce moment, quand vous avez rarement l'occasion, c'est le moins qu'on puisse dire que vous êtes d'accord avec le fait que vos données sont sur Internet. Là, il faudra explicitement dire que vous êtes d'accord. Il faut citer par exemple aussi le droit à l'effacement. Nous ne sommes pas parvenus à obtenir un droit à l'oubli sur Internet. Il peut arriver qu'on commette certains. Il y a toujours des traces de nous quelque part. Il y a toujours des traces. Par contre, vous pouvez demander l'effacement auprès des opérateurs. Donc je crois que c'était très très important aussi. Je dirais que nous sommes parvenus, 3e exemple assez significatif, à encadrer le transfert des données vers les pays tiers, ce qui n'était effectivement pas encadré jusqu'à présent. Merci à vous Sylvie Guillaume, Lié Mwangok, pour être revenu sur cette session à l'actualité chargée. Tous les sujets, bien entendu, ont pu être abordés ici. Le contrôle technique des voitures et des motos notamment, ou encore la protection des consommateurs lorsqu'ils achètent des voyages à forfait, la lutte contre le blanchissement d'argent. Pour en savoir plus sur les votes intervenus pendant cette session, je vous invite à consulter le site député-socialiste.eu. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier numéro de la législature de Web Journal Votre Europe. Merci et au revoir.